Bienvenue à tous les lycéens qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, c'est une visioconférence qui est consacrée, comme vous le savez, aux études à l'étranger. Je suis Isabelle Sauron, je travaille à l'ONICEP et j'organise ces visioconférences donc avec les deux universités de notre académie, l'UAPV Avignon et ANU Aix-en-Provence et Marseille. Aujourd'hui, donc, j'ai autour de moi des personnes qui travaillent au service des relations internationales. Donc pour Avignon, Antoine Perrier-Cornet, qui est responsable du service Relations internationales Avignon, que vous voyez sur votre écran. Et à côté de moi, Angèle Pierre-Paoli, qui est le pendant pour AMU, donc au service des relations internationales d'AMU. Et j'ai donc une étudiante avec moi qui s'appelle Noémie Brami et qui est actuellement en Master 1 en anglais et qui est partie à Boston dans le cadre de l'Assistana. Donc elle vous expliquera tout à l'heure en quoi ça consiste, elle vous fera part de son expérience. Donc vous allez avoir des présentations de comment on part à l'étranger, etc. On va tout vous expliquer. Et dans un deuxième temps, vous nous poserez des questions par chat, comme d'habitude. Donc on attend vos questions au fur et à mesure et on vous répondra à l'issue des présentations. Alors je laisse la parole donc à Madame Pierre-Paoli qui va démarrer cette présentation. Alors le PowerPoint, tu peux le mettre à l'écran? Vous pouvez déjà commencer. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Angèle Pierre-Paoli, responsable de la direction des relations internationales pour le campus de la faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines à Aix-en-Provence, donc pour Aix-Marseille Université. Alors, donc, on va vous parler aujourd'hui donc, des avantages d'un départ à l'étranger. Donc, à la direction des relations internationales d'Aix-Marseille Université, on s'occupe principalement des départs à l'étranger encadrés, c'est-à-dire des programmes d'échange entre Aix-Marseille Université et les universités partenaires. Donc, nous allons vous parler des séjours d'études à l'étranger, de l'encadrement de la direction des relations internationales. Je pense que pour mon collègue d'Avignon, c'est la même chose. Partir, c'est à la portée de tous, puisque donc, nous verrons le volet également bourse d'études. Nous allons vous parler du programme Erasmus+, qui est le programme phare des partenariats à l'étranger, des stages et de l'assistanat à l'étranger, des aides à la mobilité, donc tout ce qui est bourse d'aide à la mobilité, que ce soit Erasmus, PRAM ou d'autres formes de bourse. Et nous vous présenterons les coordonnées de vos interlocuteurs au Bureau des relations internationales. Alors, un séjour d'études. Pour qui, comment? Donc, les étudiants inscrits à Aix-Marseille Université et à Avignon, quelle que soit leur discipline, ont l'opportunité de partir étudier un an ou un semestre dans une des nombreuses universités partenaires en Europe ou hors Europe. Il y en a actuellement plus de 500. Donc, en Europe, c'est le programme Erasmus+, qui vous permet de faire un échange en Europe. Et à l'international, ce sont donc des accords bilatéraux avec la Chine, le Canada, le Japon, l'Australie, le Brésil, et j'en passe, il y a aussi l'Amérique du Sud. Donc à quel moment est-ce que vous pouvez partir? À partir de la 2e année de licence pour Erasmus et dès la 3e année de licence pour les destinations hors Europe. Alors attention, pour les composantes droit et économie, le départ est à partir de la L3 uniquement pour les destinations Europe et hors Europe. Donc ça, il faudra voir avec le département droit et économie pourquoi ils ont instauré ce système. Alors où est-ce que vous pouvez partir? Donc en Europe, dans 33 des pays éligibles à Erasmus+, donc partenariat d'Erasmus+, les 28 États membres de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Macédoine qui sont partenaires d'Erasmus. Et aussi, donc, vous avez de nombreuses autres destinations hors Europe, comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux. Alors, donc, quels sont les avantages d'un échange, d'un départ à l'étranger? Donc, c'est donc l'occasion de vivre une expérience interculturelle unique. Et pour vous, donc l'occasion d'acquérir des compétences transversales, puisque ça vous ouvre l'esprit sur d'autres façons de fonctionner à l'étranger, et aussi ça apporte beaucoup de maturité.
Vous allez suivre des cours dans une autre langue et connaître un système d'enseignement différent. Vous n'avez pas toujours les mêmes correspondances avec votre université d'origine, mais c'est justement ce qui fait la richesse de l'enseignement à l'étranger. Vous validez une année ou un semestre à l'étranger tout en restant inscrit dans votre université en Provence. Et donc, vous ne payez pas les droits d'inscription de l'université étrangère, mais vous payez les droits d'inscription à Aix-Marseille Université ou à Avignon, ce qui est, en fonction de certains pays, beaucoup moins cher. Donc, vous avez cet avantage financier. Donc, je répète donc, les grands principes d'un échange universitaire. Donc, vous restez inscrit comme étudiant dans votre université en France. L'année à l'étranger est intégrée dans le cursus, donc puisque vous la validez à l'étranger, mais vous obtenez votre diplôme en France. Qu'est-ce qui vous permet donc d'étudier à l'étranger? C'est donc le contrat d'études que vous établissez en lien avec votre responsable pédagogique dans votre université d'attache et qui vous garantit une validation des matières lors de votre retour en France, puisque par un système de conversion de notes, les notes obtenues à l'étranger sont converties en France et vous obtenez votre diplôme en France. Vous suivez donc les cours et vous passez les examens à l'étranger comme les étudiants qui sont ordinairement inscrits dans leur pays. Vous êtes bien sûr exonéré des frais d'inscription à l'étranger puisque vous payez les droits d'inscription dans votre université d'attache en France. Vous pouvez partir donc un semestre ou un an au niveau licence, master ou même doctorat. Donc, partir à l'étranger, c'est une démarche encadrée par la Direction des Relations Internationales. Donc, vous bénéficiez du suivi de votre responsable pédagogique en France. Vous avez aussi l'homologue de ce responsable pédagogique à l'étranger qui vous suit à l'étranger. Vous obtenez aussi une aide financière à la mobilité, avec aussi le maintien de votre bourse du Crous si vous êtes boursier du Crous. Donc, vous avez quand même un système qui vous permet d'avoir une aide financière. Et vous avez aussi l'appui de votre bureau international en France, bien sûr, donc non seulement votre responsable pédagogique, mais aussi le bureau de la Direction des Relations Internationales pour tout ce qui est problème administratif ou de changement de contrat d'études ou de tout problème que vous pourriez rencontrer sur place. Et vous avez aussi donc le bureau, l'appui donc du bureau international à l'étranger, bien sûr. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue d'Avignon qui va vous parler donc, des partenariats de l'Université d'Avignon. Et ensuite, je reprendrai la parole pour les partenariats d'Aix-Marseille Université. Voilà. Donc, je vous laisse prendre la main, Avignon, pour vos partenariats. D'accord, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu des possibilités de mobilité d'études pour les étudiants de l'Université d'Avignon. Donc d'abord, il faut savoir que notre université à Avignon est dans le top 10 des échanges européens Erasmus, c'est-à-dire que parmi la centaine d'universités françaises, on fait partie de celles qui envoient le plus d'étudiants à l'étranger dans le cadre des programmes d'échange. Donc on a de nombreux étudiants qui ont osé franchir la frontière, parce que tous avec l'aide d'une bourse. Et je vais vous donner quelques exemples de parcours. Bonjour. Alors, on a une étudiante justement qui revient de République tchèque qui va parler un petit peu avec vous après notre présentation pour vous expliquer en quoi consiste la mobilité et quelle est son expérience. Donc en exemple de parcours, je vais vous citer quelques universités. L'université de Prague, dont je viens de parler avec notre étudiante, l'université de Bergen, de Linnaeus, de Londres, de Galway et de Francfort. Donc la particularité de ces universités européennes, qui sont situées en République tchèque, en Norvège, en Suède, en Angleterre, en Irlande ou en Allemagne, c'est que toutes proposent des cours enseignés en langue anglaise. Ce qui fait que l'étudiant fait d'une pierre deux coups. Il développe une compétence linguistique en langue anglaise, en plus de suivre des cours dans une université prestigieuse à l'étranger. Il y a également possibilité d'étudier dans d'autres langues que la langue anglaise, en particulier la langue espagnole, italienne ou allemande, dans plus de 50 universités partenaires de l'Université d'Avignon.
Voilà pour les premières destinations Europe Erasmus. Ensuite, nous avons de forts partenariats avec le Canada, University of Alberta, York University, l'Université de Montréal et l'Université Laval, par exemple. On a beaucoup d'étudiants d'Avignon qui choisissent d'aller suivre des études pendant un semestre ou une année au Canada. Ils peuvent les suivre en langue française quand ils sont au Québec, bien évidemment, mais aussi en langue anglaise quand ils sont dans la partie non francophone du Canada, à proximité des États-Unis. En dehors du Canada et des destinations européennes, nous avons également des universités partenaires à l'autre bout du monde. On a chaque année des étudiants qui partent étudier à Buenos Aires en Argentine, qui partent au Brésil, au Japon, en Corée du Sud ou au Mexique. Et enfin, on a quelques doubles diplômes proposés à nos étudiants, qui sont à niveau master, ce qui permet d'obtenir à la fin de la mobilité 2 diplômes, celui d'Avignon et celui de l'Université de Milan pour la partie traduction français, langue étrangère, italien, celui de Iași en Roumanie pour la partie vraiment destinée aux enseignants de français langue étrangère, et celui de Worms, l'Université de Worms en Allemagne, pour les étudiants qui sont branchés sur tous les aspects touristiques dans le cadre de notre master e-tourisme et parcours à l'étranger. Voilà, donc après on peut peut-être passer à la diapositive suivante pour avoir quelques photos de nos campus partenaires. Là, ce sont les principales destinations. Donc, d'abord au Royaume-Uni, en Irlande, on a l'Université du Kent à Canterbury, et on a la National University of Ireland à Galway, qui présente des campus très intéressants avec beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'animations. On a sur des destinations hispanophones l'université de Guanajuato au Mexique, qui est très appréciée par nos étudiants. Un gros partenariat également en Italie avec l'Università degli Studi di Milano, avec lesquels nous avons un double diplôme dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, nous avons également des destinations très cotées au niveau des Pays-Bas, avec l'Université de La Haye en particulier, son campus ultramoderne, tout comme celui d'Incheon en Corée du Sud, là que vous voyez en bas à droite, vers lequel 6 à 7 étudiants d'Avignon partent chaque année suivre un semestre d'études. Voilà pour la partie Avignon de la présentation. Maintenant, je vais repasser la main à ma collègue d'Aix-Marseille Université pour qu'elle vous parle un petit peu des choix de destination qui sont accessibles pour les étudiants. Alors donc pour Aix-Marseille Université, donc nous avons beaucoup de partenariats Erasmus. D'abord, nous avons environ 310 accords Erasmus dans pratiquement tous les pays d'Europe. Voilà, je ne vais pas vous les citer tous parce que ça fait beaucoup, mais voilà, donc ce sont des accords Erasmus notamment donc, en langue, dans toutes les disciplines sciences humaines et sociales, lettres et arts. Pour tout ce qui est hors Europe, donc nous avons aussi un important choix de destination au Canada, puisque Aix-Marseille Université fait partie du réseau BCI, donc qui est un consortium d'universités canadiennes qui permet à nos étudiants de partir dans de nombreuses universités canadiennes, francophones et anglophones. Nous faisons également partie du programme ICEP aux États-Unis, donc qui vous permet aussi de partir dans des universités prestigieuses aux États-Unis en ne payant pas les droits d'inscription aux États-Unis qui sont hors de prix. Donc c'est très intéressant puisque voilà, vous payez les droits d'inscription à Aix-Marseille Université, mais vous ne les payez pas dans l'université partenaire. Et donc ce sont des destinations d'excellence où la sélection est vraiment très importante et où il faut avoir quand même un très bon dossier universitaire pour pouvoir bénéficier de cette mobilité. Donc le programme ICEP One-to-One fait également partie du programme ICEP, mais bon, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et toutes les disciplines sont concernées. Nous avons également de nombreuses formations tournées vers l'international par des doubles diplômes. Par exemple, donc là je parle pour la faculté d'économie et de gestion, ils ont le parcours international Program in Business and Economics, IPBE, qui propose donc une formation dispensée entièrement en anglais. Alors cette licence se compose d'un premier semestre à la faculté d'économie et de gestion,
d'Aix-Marseille Université, où sont accueillis les étudiants locaux et étrangers venus dans le cadre de cet accord. Et ensuite d'un second semestre où les étudiants locaux partent avec les étudiants étrangers dans leur université d'origine. Le parcours LLM Master 2 ex-Ottawa en droit. Donc en une seule année d'études, vous obtenez un double diplôme dans le cadre d'un des 3 Master 2 suivants. Alors théorie du droit, parcours international, droit de l'Union européenne, droit international public. Donc vous faites le semestre 1 à la faculté de droit et le deuxième semestre à la faculté de droit de l'université d'Ottawa. Ils ont également un double diplôme avec l'université de Kent, le 2+2 Kent, en droit français et droit anglais. Ça correspond donc au Master 1 d'Aix-Marseille Université et de Kent Law School au Royaume-Uni. Donc en 4 années d'études, vous obtenez un double diplôme de Master 1 en droit français et droit anglais. Les 2 premières années ont lieu à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université et les 2 années suivantes à Kent Law School, qui est donc l'université de Kent, et à l'issue, donc les étudiants sont titulaires d'un Master 1 en droit international et européen délivré par Aix-Marseille Université et un LLB Bachelor of Laws qui est délivré par l'université de Kent. Voilà donc c'est l'avantage des doubles diplômes. Au niveau de la faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, dont je fais partie, et je pourrais vous en parler un peu plus, ce sont donc les cursus intégrés. Nous avons des cursus intégrés franco-allemands de niveau licence et de niveau master, donc notamment avec le programme TUBEX en histoire, qui vous permet d'avoir 2 diplômes. Alors donc celui d'Aix-Marseille Université et le diplôme de l'université partenaire allemande sans prolongation de la durée des études. Donc le cursus se fait en alternance. Vous faites une année à Aix-Marseille Université et une année en Allemagne, et donc vous obtenez le double diplôme de l'université de Tübingen et l'université d'Aix-Marseille Université. Le cursus intégré LEA Europe, alors là c'est non seulement un double diplôme, mais c'est un triple diplôme que vous obtenez. Donc c'est un cursus d'excellence qui se fait sur 3 ans pour la licence et 4 ans pour le master. Donc voilà. Donc la première année se fait toujours à Aix-Marseille Université. La deuxième année se fait en Irlande ou en Belgique pour la partie anglaise. Et la troisième année se fait en Espagne ou en Allemagne pour la partie, puisque c'est un triple diplôme anglais-espagnol ou anglais-allemand. Donc la troisième année se fait soit en Espagne, soit en Allemagne, à Cologne. Et en Espagne, elle se fait donc à Grenade. Et donc là, vous obtenez un triple diplôme. Donc Aix-Marseille Université, le diplôme de l'université espagnole et le diplôme de l'université allemande. Ensuite, vous revenez et vous faites votre Master 1 à AMU. Et vous avez donc un Master à l'EA Europe. Donc là, je vais repasser la parole à mon collègue d'Avignon qui va vous parler des stages et de l'assistanat. Voilà, à vous Avignon. Merci. Donc, il y a possibilité de partir faire une mobilité d'études, mais il est également possible de partir en mobilité à l'international pour effectuer un stage ou un programme d'assistanat. Donc, la partie stage, vous voyez ce qu'il en est. Donc, on parle de stages intégrés dans un cursus qui sont évalués par votre université. L'étudiant doit trouver son entreprise, son université ou sa structure d'accueil en stage, mais il sera encadré par les relations internationales de l'université pour son départ et notamment pour présenter un dossier de demande de bourse de mobilité. On reviendra à la diapo suivante sur les différents programmes de bourse. L'autre possibilité de départ, c'est l'assistanat qui consiste à partir dans un pays étranger pour enseigner le français dans un collège, un lycée ou une université partenaire. Donc il y a plusieurs programmes d'assistanat. Il y a des programmes qui s'effectuent dans le cadre du programme européen Erasmus+. Il y a les programmes du Centre international d'études pédagogiques, l'assistanat de langue aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, des programmes proposés par des fondations privées et publiques telles que Fulbright aux États-Unis, et des programmes mis en place par l'intermédiaire du ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà pour ces autres possibilités de mobilité. Maintenant, on va parler un petit peu des possibilités de financer cette mobilité, puisque comme vous le savez, partir à l'étranger, ça peut avoir un coût.
Donc nous, dans nos universités respectives, nous avons mis en place des programmes de bourse qui peuvent vous aider à financer votre mobilité en études ou en stage. Donc il y a d'abord la bourse Erasmus+, qui est assez connue pour effectuer une mobilité d'études ou de stage en Europe dans la zone Erasmus. Pour les étudiants qui seront boursiers sur critères sociaux, le ministère a mis en place une bourse d'aide à la mobilité internationale qui s'ajoute à la bourse que vous touchez en France normalement, bourse Crous, quoi. Ce qui fait que ces bourses étant cumulables, pour un étudiant, ça peut être assez intéressant de partir à l'étranger, puisqu'on peut cumuler 400 € de bourse mensuelle AMI, plus 200 à 300 € de bourse Erasmus, plus sa bourse Crous. L'autre partie, c'est que les villes et la région sud PACA proposent également des dispositifs de bourse pour une mobilité de stage à l'étranger, le programme PRAM, programme régional d'aide à la mobilité des étudiants. Donc vous avez tout un dispositif d'encadrement pour vous permettre d'avoir un financement pour votre mobilité d'études ou de stage. Voilà, je pense qu'on en a fini pour la présentation. Donc, vous retrouverez ici les contacts des différents bureaux des relations internationales. Très bien. Nous allons passer donc à notre étudiante Noémie. Donc vous, comme on nous l'a présenté, vous avez fait votre mobilité dans le cadre de l'Assistana et vous êtes partie aux États-Unis, à Boston. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? C'est assez particulier parce que on avait à Wellesley, on avait un statut à la fois d'aide aux professeurs dans le département et en même temps un petit statut d'étudiant. Donc ça nous permettait d'assister à un cours par semestre et donc de valider pour l'année suivante une ou deux matières. Et en tant qu'assistante, en fait, on avait des heures de tutorat, on était dans un bureau et simplement quand des étudiants venaient, on les aidait soit juste à pratiquer le français. Moi, j'étais partie en assistante de français, soit avec des exercices, réviser leurs leçons, ou bien parfois leur faire passer des petits contrôles, parce que les classes là-bas ne sont pas comme en France, ils sont qu'une dizaine en classe, et du coup, parfois, les contrôles, on les faisait passer les uns après les autres, nous, pour permettre aux professeurs de gagner du temps avec leurs cours. Et également, si les enseignants n'étaient pas là, c'était à nous de remplacer les professeurs et de faire cours. C'est assez stressant au début, mais c'était très très intéressant. Et il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le français là-bas? Elles étaient... Wellesley est un collège de filles, elles étaient une petite... devait être une centaine en tout. Par contre, quand je dis collège, c'est pas le collège qu'on a en France. C'est ce qui correspond en France à peu près à la licence que eux font en 4 ans. Et du coup, ils appellent ça le collège. Et après ça, on passe à l'université pour tout ce que nous, on connaît sous le nom de master et autres diplômes. D'accord, le collège, ça correspond à nos 3 années de licence ici en France. Donc c'était des étudiantes qui étaient dans une vingtaine d'années. C'est ça, 18, 21. C'est à peu près votre âge en fait. C'est pour ça. Et puis il y en avait certaines, on logeait à ce qu'ils appellent la maison française. C'était une maison qui avait été donnée par un ancien professeur et qui est réservée comme centre culturel. Et en fait, certaines étudiantes peuvent demander à vivre dans cette maison. Il y avait 14 étudiantes plus 2 assistants. Et pour vivre la vie française, au moins dans la maison où on parlait français, on faisait des activités, on regardait des films en français, pour vraiment essayer de leur faire pratiquer un maximum. Une immersion. C'est ça. D'accord. Et vous faisiez la cuisine aussi française? Oui, alors on leur faisait en semaine généralement, parce que c'est un collège vraiment de haut niveau, donc elle travaillait énormément. Chacun faisait ce qu'il voulait, mais le week-end, c'est vrai qu'on faisait pas mal d'activités. On faisait des soirées cuisine, des journées crêpes, pas mal de choses. Ça passe. Bon, c'est une bonne expérience. Oui. Ouais. Et puis ils sont très très ouverts d'esprit. Ça a été un collège qui était fondé pour les femmes, qui est resté, c'est un des derniers collèges toujours uniquement ouvert aux femmes, et qui est très très ouvert d'esprit pour permettre à la femme de s'émanciper complètement. Et ça m'a changé un petit peu ma vision des choses aussi.
Par rapport un petit peu aux féministe. États-Unis ou par rapport à tout. Ah oui, par d'accord. rapport même à la perception dans la société, ma perception de la société a un petit peu changé. Et grâce à cet échange, Ouais. vous avez découvert. C'était incroyable. C'est bien, c'est bien. Vous étiez payé ou pas du tout? Oui, on était très, très D'accord. bien payés. Ah, On était payé à peu près, je crois que le contrat est à 9 000 $ pour les septembre. On a fini en mai. Septembre-mai, 9 000 $. Donc c'est pas mal. Et comme on avait pas mal de week-ends où on était libre, mhm. les vacances d'hiver sont très très longues. On a à peu près décembre, janvier. On a 2 mois. Ah oui, Donc on est parti avec ma collègue, on est parti faire le tour des États-Unis. d'accord. Ah oui, donc ça vous a laissé quand même la Oui. liberté de faire du tourisme C'est également. ça. En plus, Et d'accord. puis on est vraiment chouchouté par on était vraiment chouchouté par le collège. Dès qu'on avait quelque chose, on nous donnait la possibilité, si on voulait partir une journée, visiter la ville d'à côté ou quoi, Mhm, mhm. on est très très libre. C'est ça qui était très Vous étiez nourri, logé gratuitement. Oui, Donc c'est ça. c'est que de l'argent de poche en fait. Nourri, logé gratuitement et payé. Bah, C'est ça. C'est bizarre ça. Ah oui. Je sais qu'il y a un autre collège par contre où on leur demande, les assistants, de trouver leur logement à eux et de se Ah nourrir oui, eux-mêmes. les conditions ne sont pas forcément Sont toutes, pas toutes les celles-ci. mêmes, il faut D'accord. regarder les clauses avec chaque université. D'accord. Et donc là, vous étiez en anglais, hein, c'est ça en master. Enfin, vous étiez en licence ou Alors. en master quand vous êtes parti. Wellesley, normalement, ils demandent à ce qu'on ait validé la licence 3. D'accord. C'est la seule université aux États-Unis qui accepte les étudiants avec seulement une licence. D'accord. Et pour partir, il fallait que je sois inscrite en Master 1. Donc en fait, techniquement, cette année, officiellement, je redouble mon Master pour valider mes cours, puisque l'an dernier, je n'étais pas en cours, donc je n'ai rien Vous avez validé. pas pu suivre les cours. C'est du ça. coup, là. D'accord. Mais c'est une bonne expérience Ah oui. personnelle et vous avez aussi validé un ou deux cours. C'est ça, pour, ce qui m'a beaucoup ça vous aidé. a avancé quand même pour cette Oui. année. Ça m'a libérée, ça m'a permis de travailler aussi sur mon mémoire, ce qu'on appelle TER, il n'y a que 30 pages, et d'avancer même la recherche là-bas. Je suis partie avec un projet de recherche qui correspondait très bien à ce qu'on trouvait dans la bibliothèque là-bas, et du coup j'ai commencé tout le travail de recherche qui me permet maintenant de me focaliser seulement sur la rédaction, donc ça c'est aussi un point vraiment positif. Et vous parliez très bien l'anglais ou là-bas vous avez en fait plutôt parlé français finalement? C'était un peu des deux. Il y avait des petits moments où c'était frustrant parce que je parle, mais je parle français. Au bureau, on parlait français. Dans la maison française, le week-end, on parlait français. Mais en fait, une fois qu'on sort de ce côté professionnel qui en fait dure pas très longtemps dans la journée, tout le reste du monde parle anglais. Et donc ça m'a permis d'évoluer. Alors je suis partie avec, je pensais, un bon niveau en anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on apprend à l'école, c'est très spécifique à moi, par exemple, en littérature, en histoire, en grammaire. Mais m'exprimer dans la vie de tous les jours, quand je suis allée au magasin, que je voulais simplement des poireaux et je sais plus quoi, je me suis rendu compte en fait, je parle pas si bien que ça, mais ça vient très très vite. Et on s'habitue, on se rend pas compte. Au début, je me suis rendu compte que je regardais beaucoup mon téléphone pour la traduction. Et en fait, au bout d'un mois ou deux, beaucoup moins. Et ça, le fait de vivre en immersion, c'est très très... Vous êtes important. revenu quand même bilingue ou en tout cas fluent? Oui, fluente, bilingue, je suis pas sûre, mais ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Bon, merci pour ce retour d'expérience. Donc les lycéens, si vous avez des questions à poser à Noémie, n'hésitez pas. Alors on va passer la parole à l'étudiante d'Avignon. C'est Colline qui est là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis Voilà. étudiante d'Avignon. Je suis Colline Robert. Je suis étudiante en Master 1 MEF, donc je prépare le CAPES d'Histoire-Géographie. Et je suis partie l'année dernière, sur l'année universitaire 2017-2018, à la Charles University de Prague, en République tchèque. Je suis vraiment très très contente de cette expérience Erasmus. Donc vraiment je conseille à tous les futurs étudiants d'y réfléchir et de le faire. Concrètement, techniquement, ça peut vous paraître loin, abstrait, mais pas d'inquiétude, c'est vraiment faisable.
Moi, je suis partie en Europe, donc sur le programme Erasmus+, mais on va dire quelque chose d'assez classique et voilà, qui a pu se mettre en place facilement, même s'il y a toujours des démarches administratives, contrairement à tout ce qui va être université aux États-Unis, en Asie, où là, les universités sélectionnent elles-mêmes les étudiants. Mais donc, pour ce qui est de l'Europe, c'est relativement simple. Je vous conseille d'y réfléchir dès maintenant pour éventuellement consolider votre niveau en langues étrangères, que ce soit l'allemand, si vous partez en Allemagne, ou l'anglais. Éventuellement prendre des petits cours particuliers, mais simplement vous pour vous sentir à l'aise. Mais dans tous les cas, même si vous arrivez à l'université avec un niveau où vous vous sentez pas très à l'aise, n'hésitez pas à le faire et surtout faites-le parce que justement vous serez obligé de parler anglais et vous allez forcément progresser. Donc rien que pour ça, il faut le faire. Ensuite, selon le diplôme et selon la licence que vous préparez à l'université, ça peut être bien de partir pendant la 2e année de licence ou pendant la 3e année. Ça dépend vraiment de votre diplôme. Des fois, on ne peut pas du tout partir en mobilité en L3 parce qu'il y a des stages professionnels, etc. Donc, il faut bien se renseigner par rapport à ça. Et auquel cas, commencer les démarches dès votre entrée à l'université, donc dès la L1. Je vous parle un petit peu du côté administratif et après je vous dirai comment ça s'est passé à Prague. On a des dossiers et des demandes à faire à un professeur de votre formation qui est un coordinateur Erasmus et qui est votre référent, qui qui vous connaît forcément, qui vous reçoit en entretien, qui vous explique, qui vous propose les universités partenaires de votre formation. Et ensuite, vous demandez. Alors, moi, j'ai dû choisir 3 universités et après, on m'a positionné sur celle de Prague. Et donc, cette demande-là, il faut la faire avant le mois de décembre. Pareil, l'entretien avec votre coordinateur. Ensuite, durant janvier-février, il y a la décision qui est prise. Et voilà, en fin février, début mars, on vous affecte sur une université. Et là, le processus est enclenché et vous ne pouvez pas vraiment retourner en arrière. Et donc, c'est là que vous commencez vraiment à envoyer votre dossier donc dans la langue de votre pays où vous partez. Donc, moi, j'avais le contrat de l'université donc en tchèque et en anglais. Voilà, vraiment des démarches concrètes, administratives. On doit choisir nos cours aussi, on doit établir un contrat pour voir avec notre professeur de notre formation, donc de notre université, parce que c'est quand même ce diplôme-là qu'on va valider. Donc voilà, il faut toujours vérifier et c'est bien encadré, c'est sérieux, etc. Voilà, donc ça c'est à peu près au niveau des démarches administratives et du planning. Pour ce qui est du côté de l'aspect financier, moi je vous en parle parce que vraiment je viens pas d'une famille qui peut m'aider à ce niveau-là. Et j'avais très peur de ce côté-là, de ne pas pouvoir financer. Et donc, j'ai hésité un moment. Et finalement, vraiment, ce qu'on vient de vous dire sur les bourses, c'est vraiment ça. Moi, j'ai pu garder ma propre bourse que j'ai en France. J'ai eu une bourse Erasmus+, et une bourse donc, du ministère des Affaires étrangères. Ces 2 bourses-là, exprès pour Erasmus, étaient d'une valeur de 400 €, en plus de ma bourse française. Donc vous voyez qu'on a quand même moyen de partir avec, moyen de vivre après sur place, de payer notre loyer, notre chambre. Pour ce qui est du logement, les universités peuvent proposer, alors c'est pas toujours le cas, mais ils peuvent proposer des dortoirs, des hébergements, voilà, donc à vous de voir. Après, vous pouvez y aller par vos propres moyens, mais c'est difficile quand on choisit un logement depuis l'étranger. Et pour avoir connu un ami qui a galéré pendant 3 mois et n'avait pas de logement fixe avant le mois de novembre pendant son année Erasmus. Donc ça, il faut bien s'organiser. Voilà, donc sur ces aspects-là, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est concret, c'est faisable. Après, pour ce qui est de mon expérience, donc déjà, je partais pour un semestre. À moins que vous n'ayez pas le choix, mais vraiment, ne faites pas ça, partez 1 an, parce qu'un semestre, c'est vraiment trop court. Et après, quand vous vous retrouvez sur place et que vous voulez prolonger votre année, vous vous retrouvez à faire encore des démarches administratives. Donc, évitez-vous cela. Franchement, partez directement pour 1 an.
Voilà. Et puis en plus, ça peut être vraiment très très dur de rentrer en cours d'année universitaire et de se raccrocher à une façon de travailler qui est très différente, hein, parce qu'à l'étranger, enfin moi dans mon université, on avait des dossiers à préparer chez nous, mais on n'avait pas forcément des grosses épreuves sur table, des dissertations de 5 heures, on avait des oraux, voilà. Donc c'est une autre façon de travailler, mais c'est tout aussi intéressant. Pour ce qui est des cours, moi je suis étudiante en histoire à l'université Charles de Prague. Le seul bémol, c'est que pour avoir les cours en anglais, en histoire, c'était pas évident. Parce qu'il y en avait pour les Tchèques, mais bon, je n'allais pas suivre un cours d'histoire en tchèque. Hein. Déjà, je prenais le cours débutant pour m'initier au tchèque, mais voilà. Donc, des fois, on n'a pas toujours le choix, mais on peut, dans ce cas-là, choisir d'autres matières et donc découvrir d'autres choses et s'enrichir et avoir finalement une formation pluridisciplinaire. Voilà, donc ça c'est pour les cours. Ensuite, pour ce qui est de la vie sur place, bon, j'avais 40 minutes de trajet entre mon dortoir et ma faculté qui était en centre-ville, mais voilà, je prenais le tram, le métro et j'arrivais avec cette magnifique université. J'avais la vue sur le château de Prague. Il faut savoir que c'est une ville qui est très historique. C'est ce qui m'a plu aussi. Voilà, c'était vraiment une ambiance particulière. Donc, si vous vous intéressez à la ville de Prague, sachez que voilà, il y a cette ambiance, un petit côté médiéval avec des vendeurs de nourriture ambulante, etc. Bon, c'est très touristique aussi. Un mélange style plutôt Art Nouveau avec un peu de baroque. Enfin voilà. Donc, au niveau architectural, c'est très intéressant. Une ville très culturelle. Avec des théâtres, avec des expositions, des musées, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Pour l'aspect nature, si vous aimez les parcs, si vous aimez vous balader, ça doit être une très grande ville, une capitale d'un pays, vous trouverez tout ça et vous voyez les saisons évoluer, donc ça c'est pour le côté poétique, mais vous passez de l'automne au printemps, l'hiver, etc. Si vous avez de la chance, vous avez de la neige. Enfin bon, c'est très bien aussi pour ça. Et puis évidemment, mais je commence pas par ça parce que tout le monde le sait, enfin surtout quand vous serez étudiant, c'est une ville où la bière est peu chère et où vous pouvez faire la fête et vous amuser. Donc voilà, c'est aussi un des avantages de partir à Prague. Et l'avantage aussi de partir en Europe centrale, c'est de pouvoir voyager avec les flexibus et tout ça, et donc d'aller voir les pays limitrophes, ou aussi de voyager à l'intérieur de la République tchèque, ce que j'ai beaucoup fait. Donc il y a d'autres villes, Český Krumlov, enfin plein de villes qui... Ça ne vous dit rien, mais voilà, si vous y intéressez, c'est vraiment bien. Et que vous dire d'autre, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que vous avez bien vendu Prague. Je crois qu'on a tous envie d'y aller maintenant. Merci. Et par rapport à vos études donc d'histoire géo, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement cet échange linguistique? Alors, ça m'a donné envie d'enseigner l'histoire en anglais. Donc pour plus tard, enfin parce que je me destine à être professeur d'histoire-géographie, donc pour plus tard, voilà, pourquoi pas passer les concours en interne et aller enseigner dans les lycées français de l'étranger. Et donc du coup cet aspect linguistique, l'adaptation dans un pays, enfin je pense que c'est plutôt bien. J'ai eu aussi l'occasion de faire découvrir un petit peu la culture française à des Tchèques, à des lycéens tchèques. Voilà, il y a un à l'université qui nous permet d'aller dans des petites villes de la campagne tchèque et voilà, et donc de découvrir. Donc sur cet aspect-là, c'était intéressant aussi de pouvoir parler de notre culture française en anglais pour se faire comprendre des Tchèques. Voilà, sur cet aspect-là essentiellement. Et puis aussi personnel et une expérience, enfin l'expérience Erasmus en général. Après, concrètement, dans mes études d'histoire et là pour la préparation du CAPES d'histoire-géographie, effectivement, je n'ai pas besoin de l'anglais. Mais je me dis que c'est pour plus tard, je vois pour plus loin. Très bien. Merci pour ces retours d'expérience. Vous aviez une deuxième étudiante ou pas? Finalement, elle est arrivée ou... Oui, elle vient d'arriver, oui. Donc on a Elise Franceschi qui revient de mobilité en Allemagne à Friedrichshafen. Alors, écoutez, premièrement, je vais me présenter. Elise Franceschi, je suis en 3e année d'information et communication culturelle, du coup, à Avignon. J'ai fait mon semestre, du coup, comme précédemment dit, j'ai fait un seul semestre en Erasmus en Allemagne, à Friedrichshafen, mon semestre 4, l'année dernière, à cette même époque, de janvier à mai. Je conseillerais aussi 1 an directement. C'est beaucoup plus
logique, surtout elle n'a pas précisé la continuité culturelle parce que sur un semestre, on a une représentation de la culture allemande. Enfin, moi j'avais une représentation de la culture allemande, je l'ai appliquée, mais sur un an, je pense que je l'aurais adoptée. Je me serais adaptée à celle-ci et je l'aurais adoptée. Et je pense que c'est peut-être plus agréable et pour moi et enfin pour vivre l'expérience pendant un an. C'est plus immersif. Alors voilà, je suis partie à Friedrichshafen. Friedrichshafen, c'est une petite ville, très petite ville, c'est pas Prague. C'est une petite ville de 70 000 habitants, du coup on est vraiment niveau Avignon, peut-être moins, qui est sur les rives du lac de Constance, le Bodenseelac, qui est à une demi-heure de la Suisse, qui est à une demi-heure de l'Autriche. Du coup ça fait vraiment un plein centre de l'Europe. Ce qui attire alors beaucoup d'étudiants internationaux. On était alors un petit groupe de beaucoup de pays différents. Il y avait Amérique latine, les États-Unis, beaucoup d'Asie. C'était très très multiculturel, très intéressant tout ça. Ce qui était intéressant, c'était que par le fait que ça attire beaucoup de personnes de différentes cultures, on se retrouvait dans un groupe d'étudiants internationaux avec différentes cultures. Du coup, en plus d'avoir la culture allemande, en plus d'avoir cette culture, d'être imprégné dans cette culture, on était en même temps, on avait les cultures de nos différentes connaissances qu'on avait rencontrées sur le terrain, et c'était très intéressant parce que on confrontait énormément de points de vue, énormément de réflexions, et c'était très très intéressant, très très riche. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Friedrichshafen, c'était une toute petite ville, et on pourrait penser, c'est dommage parce que du coup, la culture allemande, on la voyait peut-être pas parce que on était toujours entre internationaux et tout ça. Mais non, je conseillerais surtout pour un étudiant qui va dans une petite ville en Erasmus de s'engager énormément associativement parlant. D'être dans beaucoup d'associations, d'être dans des associations étudiantes bien sûr, mais aussi s'intéresser à la ville en elle-même, parce qu'en fait ce qui était intéressant, c'était que la ville étant petite, le campus avait beaucoup d'ampleur et avait beaucoup de pouvoir en fait sur la ville, et du coup il y avait beaucoup d'associations, il y avait beaucoup d'organisations étudiantes, donc c'était très riche, très enrichissant. Du coup, je conseillerais à un étudiant Erasmus qui partirait dans une petite ville de s'engager énormément, car il peut découvrir la culture et en même temps, plus encore, quoi. Après, ce qui est aussi, il y avait les cours. Par rapport à la question que vous avez posée précédemment, par rapport à mes cours, j'étais en culture, marketing et cultural management, et ça suivait un peu mes cours d'information et communication culturelle. Dans cette faculté, j'avais ces cours qui étaient tout en anglais, sauf à part les cours en allemand, et vu que j'avais déjà un niveau d'allemand, j'étais en intermédiaire. À part les cours d'allemand qui étaient vraiment des cours de langue, j'étais tout en anglais. Ce qui était très très bien, c'est, et je pense que pour tout Erasmus dira ça, la technique pardon, excusez-moi, l'éducation, les logiques, les réflexions. Attendez, je me retrouve. L'éducation est totalement différente selon les pays, bien sûr, et elle peut être beaucoup plus intéressante à autre part. Par exemple, en Allemagne, je me suis retrouvée à énormément aimer le système éducatif allemand que le système éducatif français. Et ça, je pense que c'est une ouverture sur le monde qui est magnifique. L'éducation allemande, le système éducatif allemand, il place l'élève au centre du système. Il place la connaissance. Par exemple, un truc tout bête, les estrades n'existaient pas.
l'autorité du professeur n'existait pas sur l'élève. Il y a un pied d'égalité qui est pareil au niveau élève-professeur. Il y a des débats, on assistait à des cours où c'était nous qui faisions le cours. Le professeur était seulement là pour guider. Il y a tout un système qui nous montre, qui replace l'élève au centre du système et c'est fondamental. Et je pense que l'éducation française, elle a pas cerné ça. Et c'était très intéressant. Du coup, ça ouvre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et quand je suis revenue en France, je me suis reconsidérée en tant qu'élève. Et c'était très intéressant. Alors ça, je conseille énormément Erasmus pour s'ouvrir et pour ne pas penser qu'il y a un seul système éducatif. Après, l'Allemagne aussi, la mentalité allemande, c'est juste, ça commence à être pays un peu avec une mentalité très écologique, assez communautaire. C'est un sens de la communauté, de la solidarité, un sens du respect de l'autre. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Ça se ressent. Et c'est très agréable parce que, encore une fois, il y a une ouverture d'esprit parce qu'on s'ouvre à une nouvelle culture et on se laisse bercer un peu par cette culture et c'est très très agréable. Voilà. Bien, merci pour ce retour d'expérience également. Du coup, on ne sait plus si on va à Prague, en Allemagne, à Boston, on est perdu là, on va aller partout. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très intéressant tous ces retours d'expérience. Donc, on va passer à la partie chat. On va répondre à vos questions dans les lycées. N'hésitez pas à les poser. Donc, si vous avez des questions pour les étudiantes, les deux étudiantes qui restent, ou pour les intervenants des services des relations internationales, c'est vraiment maintenant qu'il faut poser vos questions. Alors, comment se passe-t-il concernant les études de kiné à l'étranger? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Les études de kiné à l'étranger, donc là c'est une démarche individuelle, hein, donc c'est à vous de postuler sur les universités à l'étranger, mais c'est pas encadré par la direction des relations internationales. Donc là, voilà, c'est une candidature auprès d'écoles de kiné à l'étranger et il faut fournir un dossier. Si vous êtes pris, c'est bien. Si vous n'êtes pas pris, voilà, ça c'est pas encadré par nous. Hein, on peut pas partir dans le cadre de l'université médecine. Alors celui qui veut faire des études de kiné à l'étranger du début à la fin, donc c'est-à-dire qu'il veut faire son diplôme de kiné à l'étranger, c'est autre chose. Après, voilà, il postule directement à l'école de kiné sur place, il veut faire son diplôme à l'étranger. Ensuite, s'il veut faire un échange, c'est-à-dire faire une année sur sa formation de kiné en France, faire une année à l'étranger, obtenir donc son diplôme en France, ça effectivement c'est un échange. Mais voilà, moi je ne m'occupe pas du campus médecine puisqu'il est rattaché au campus médecine, hein, donc il faudrait contacter la responsable de la direction des relations internationales de Timone. L'école de kiné est rattachée à son campus, elle s'appelle Fanny Coutier et vous trouverez donc ses coordonnées sur le site de la direction des relations internationales d'Aix-Marseille Université et elle pourra vous donner tous les renseignements sur les échanges donc, en tant que kinésithérapeute, les échanges à l'étranger mais tout en validant le diplôme en France. Hein. Donc là voilà, on passe les examens à l'étranger mais on valide le diplôme en France. Dans le cadre d'études de kiné vraiment à l'étranger, c'est-à-dire de diplôme préparé à l'étranger, ça c'est une démarche individuelle, pas pareil. D'accord. Voilà. Alors quels sont les débouchés en plus en ayant un double ou triple diplôme? Eh bien les débouchés, c'est que ce double ou triple diplôme est reconnu aussi bien à Aix-Marseille Université que dans l'université partenaire. Donc vous pouvez travailler en Europe, je veux dire dans tous ces pays en ayant un diplôme qui est reconnu. Donc voilà, ça vous ouvre des possibilités de travail à l'étranger beaucoup plus importantes que si vous étiez resté qu'en France. Vous voulez ajouter quelque chose à Avignon? Alors, est-il possible de faire plusieurs stages Erasmus ou est-il imposé de n'en faire qu'un seul? Alors, c'est 12 mois. C'est 12 mois d'études, c'est 12 mois par cycle d'études de mobilité Erasmus, études et stages, tout confondu. Donc, si vous ne dépassez pas 12 mois dans le cycle de licence et 12 mois dans le cycle de master,
vous pouvez faire plusieurs stages Erasmus dans le cadre de votre cycle. Hein, donc vous pouvez très bien faire 2 stages Erasmus de 6 mois, un en licence 2 et un en licence 3, si vous ne dépassez pas 12 mois au cours de la licence. Après, si vous faites un semestre d'études, ça vous fait donc 6 mois, vous pouvez faire un stage l'année d'après, de 6 mois aussi, si vous ne dépassez pas les 12 mois de mobilité dans le cycle d'études. Et si bien sûr le stage est intégré au cursus. Hein. Voilà, parce que Erasmus, c'est un stage intégré au cursus, puisqu'il y a reconnaissance de crédit ECTS, puisque vous faites votre stage à l'étranger, mais la note, elle est validée en France. Donc, il faut que ce soit intégré au cursus. C'est le principe même d'Erasmus. Alors, est-ce que l'Université d'Avignon et celle d'Aix-Marseille proposent des séjours à l'étranger pour les DUT et licences scientifiques? Alors, pour le DUT, donc il faudrait s'adresser directement au DUT, mais oui, je sais qu'il y a le DUETI que propose Aix-Marseille Université. Donc à la fin de votre DUT, je crois que c'est technique de commercialisation ou gestion des entreprises d'administration. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, il faudra se renseigner directement auprès du DUT. Mais à la fin du DUT, si vous êtes bien classé et si vous faites partie des meilleurs étudiants, vous pouvez partir 1 an à l'étranger, donc principalement en Écosse. En Irlande aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres partenariats avec l'UT, il faudra voir directement avec eux. Et donc ça vous donne, donc vous obtenez un DUETI qui est donc une licence professionnelle donc délivrée par Aix-Marseille Université et en même temps un double diplôme, donc licence professionnelle et aussi un diplôme de la business school du pays où vous allez. Donc c'est un double diplôme. Donc c'est très intéressant parce que ça donne droit à une licence professionnelle et un diplôme d'école de commerce, business school, niveau licence. Et pour les étudiants qui ont fait ce partenariat-là, qui sont partis donc en DUETI par le DUT, ils ont des places réservées à l'IAE d'Aix-en-Provence. Où vous avez un accès beaucoup plus facile à l'IAE pour faire ensuite une école de management, donc, qui est l'IAE, hein, qui est intégrée à Aix-Marseille Université, mais c'est la partie école de management d'Aix-Marseille Université. Donc pour ceux qui veulent faire un DUT, c'est très intéressant. Et là c'est plutôt tertiaire, mais tout ce qui concerne les sciences, la question portée sur les sciences... Il faudrait se renseigner directement auprès de l'IUT. Moi je connais juste ce parcours-là au niveau du DUT gestion des entreprises d'administration, technique de commercialisation, donc l'IUT plutôt d'Aix-en-Provence. Après, pour tout ce qui est sciences, il faut voir avec l'IUT de Marseille. Ils ont certainement aussi des partenariats en DUETI, en licence professionnelle à l'étranger, mais il faut voir directement avec eux. Et Avignon, au niveau des sciences, vous avez des infos? Oui, on a effectivement un IUT qui propose la filière DUETI en génie biologique, avec possibilité également de partir dès la 2e année d'IUT sur des mobilités au Québec. On a des partenariats avec les CEGEP, les centres d'enseignement technique du Québec. Et pour ce qui est DUETI, dont le système de fonctionnement est le même que celui d'Aix-Marseille Université, on a une dizaine d'étudiants chaque année qui peuvent partir vers des destinations géographiques assez larges, dont la République tchèque, avec l'Université des sciences de la vie de Prague. Donc ça fonctionne effectivement au niveau génie biologique. Il y a également une petite filière spécifique packaging, emballage, conditionnement qui propose aussi ce dispositif. Il y a également pas mal de mobilité de stages en 2e année de DUT qui se font à l'international, quoi. Et là, l'ensemble du globe est touché. Hein. Là, on a eu récemment 3 départs d'étudiants à l'université de Sao Paulo en génie biologique pour effectuer un stage en laboratoire de 4 mois. Merci. Alors, quelles sont les destinations possibles pour des études de géographie et aménagement à Avignon? Et à partir de quelle année de licence peut-on le faire? Alors on peut partir dès la 2e année de licence. Actuellement, les étudiants de cette filière partent principalement vers le Québec et le Canada. C'est une particularité puisqu'on a des accords de partenariat assez développés avec l'Université du Québec à Montréal en particulier, une formation équivalente. Les autres destinations possibles sont l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. C'est pas une filière qui actuellement envoie énormément de ses étudiants en mobilité d'études, mais c'est quelque chose qui est en développement depuis 2 ans.
Quel est le niveau de langue minimum de A1 à C2 pour étudier à l'étranger? Alors, au niveau d'expérience à l'université, nous, on demande le niveau B1. Certaines universités demandent B2. Voilà, donc entre B1 et B2, ça dépend. Et à Avignon, c'est pareil? Pour une mobilité en sciences, il faut un minimum un niveau B1. Pour une mobilité hors sciences, il faut compter s'appuyer sur un niveau B2. Oui, si vous êtes pareil. dans quelque chose de très spécifique, traduction, langue étrangère très appliquée, etc., il faudra peut-être du C1. Mais sinon, la règle, c'est B1 sciences, B2 hors sciences. Alors, quel est le budget approximatif pour une année d'études? Ça, peut-être, vous pouvez nous aider? Moi, je suis pas partie avec beaucoup d'argent parce que j'étais payée là-bas. Ah oui, vous, c'est vrai que c'était un peu particulier. Ouais. L'étudiante est partie, là, mais vous allez peut-être Enfin, ça voir nous dépend répondre. après Ouais. de votre niveau de vie là-bas, mais bon, faut savoir qu'il y a quand même aussi des bourses d'aide à la mobilité, hein, donc Erasmus, Pram. Voilà. Je sais qu'en réunion pour l'Angleterre, les professeurs nous avaient conseillé en moyenne, il faut avoir, en comptant ou sans compter les bourses, mais il faut arriver là-bas par mois, il fallait compter à peu près 700 euros. C'était il y a 2 ans en arrière, mais je pense que 700 € par mois avec le Ouais. logement. il faut partir et avoir chaque mois environ 700 euros, d'avance. généralement parce que les écoles peuvent trouver des logements, donc ça sera peut-être moins cher. Mais en moyenne, il faut avoir chaque mois 700 euros pour pouvoir payer la nourriture, le logement, les sorties. Sachant que le Royaume-Uni est un pays cher, après, Voilà. si vous partez dans les pays de l'Est, bien sûr, le budget est peut-être inférieur, quoi. Mais oui, ça me paraît tout à fait correct comme évaluation. C'est le budget que vous préconisez également à Avignon? Oui, nous, selon les destinations, entre 600 et 1000 euros mensuels, sachant que la bourse peut apporter entre 300 et 700, 800 euros à retirer des 600 à 1000 euros mensuels, quoi. Donc on se retrouverait avec un besoin de financement de 300 700 euros mensuels, une fois qu'on a reçu la bourse, quoi. Alors, est-il possible de valider sa licence à l'étranger en même temps qu'être assistant? Non. Pour les États-Unis, toutes les universités demandent d'avoir minimum un Master 1, sauf Wellesley College qui demandait d'avoir déjà une licence 3. C'est-à-dire que j'ai candidaté en début de licence 3. J'ai été acceptée en décembre-janvier et il fallait, sous condition, de valider l'année complète. Et ça n'est que après les résultats en mai que j'ai commencé les démarches pour le visa et autres. Mais on ne peut pas, en tout cas aux États-Unis, ils demandent au moins d'arriver en master pour avoir un certain bagage aussi. Je crois que la question aussi c'était est-ce qu'on peut valider une licence en même temps et être assistant? En fait non, quand vous faites votre année d'assistanat, c'est que de l'assistanat. Vous ne préparez pas de diplôme, vous revenez et vous continuez votre cursus. Mais l'année d'assistanat, c'est une expérience personnelle ou un peu intégrée au cursus comme vous avez fait Noémie, mais bon, vous redoublez entre guillemets votre Master 1, donc vous voyez, on ne valide pas en même temps, c'est compliqué, quoi. Assistant, c'est un métier, entre guillemets, enfin Oui, une c'est un spécialité, et quand vous revenez, vous continuez votre cursus. C'est une année blanche au niveau études. Mis à part mon collège, tous les autres collèges, on demande aux étudiants de partir à ce qu'on appelle en année césure. C'est-à-dire qu'on est inscrit administrativement à la fac, on est étudiant, mais on n'est pas inscrit en cours. Et du coup, en fait, on fait une pause. On fait, par exemple, toute la licence, on valide sa licence, on fait une pause avant de commencer le master, et puis on enchaîne le master, ou alors entre le M1 ou le M2, ou alors après, enfin bref. Mais en gros, on fait une pause entre 2 années scolaires. Alors, y a-t-il une influence... Ah, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, juste sur l'assistanat, effectivement, ce que vous dites est vrai, c'est une expérience professionnelle, il faut s'y consacrer à plein temps souvent. Par contre, on a une exception sur l'assistanat à l'université du Kent, au Royaume-Uni, à Canterbury, où il est possible pour des étudiants de s'inscrire et de valider une année de M1 en parallèle à leur assistanat. Donc c'est quelque chose que nous, on pratique assez régulièrement au niveau d'Avignon, quoi. C'est bien ça. Alors, y a-t-il une influence du Brexit sur les études à l'étranger, surtout pour le Royaume-Uni? La oui, question que vous alors ça- attendiez. Allez-y. Oui, ça, il va y avoir des conséquences, Voilà. ça c'est sûr. Pas sûr que ce soit une bonne chose, mais bon, on n'y peut rien malheureusement.
Alors donc actuellement on ne sait pas, à ma connaissance, si le Royaume-Uni va rester dans le programme Erasmus ou pas, et je crois que si accord il y a, ça sera plus ou moins décidé le 12 mars. Ça doit repasser, je crois, au Parlement britannique. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si le Royaume-Uni va rester dans le programme Erasmus ou pas. S'il reste dans le programme Erasmus, eh bien jusqu'à la fin de la programmation actuelle d'Erasmus, c'est-à-dire jusqu'en 2021, les échanges se feront comme actuellement et pour les étudiants sortant avec la bourse Erasmus, toujours. Par contre, si le Royaume-Uni sort du programme Erasmus avec donc un no deal et donc pas d'accord du tout au 29 mars, ils ne feront plus partie du programme Erasmus. Donc les mobilités actuelles, bien sûr, continueront, elles se termineront normalement, hein, on ne va pas renvoyer les étudiants chez eux. Et on s'arrangera pour les financer si Erasmus ne finance plus le Royaume-Uni à partir du 29 mars. Par contre, pour l'année prochaine, nous, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que voilà, donc on est en train de mettre en place des accords bilatéraux hors Erasmus pour continuer les échanges avec le Royaume-Uni tout en maintenant l'exonération des frais d'inscription dans l'université britannique. Donc vous continuez à payer uniquement à Aix-Marseille Université, vous ne payez pas les droits d'inscription dans l'université britannique. Les périodes d'études sont reconnues comme actuellement, donc pas de problème de ce côté-là. Par contre, là où il risque d'y avoir des soucis, c'est la bourse Erasmus. Donc, le Royaume-Uni ne faisant plus partie du programme Erasmus, s'il n'y a pas d'accord, vous n'aurez plus la bourse Erasmus. Donc, pour certains étudiants qui sont un peu justes financièrement, ça peut faire la différence par rapport à actuellement, quoi, hein. Donc, voilà, donc plus de bourse Erasmus. Et aussi, peut-être des démarches consulaires un peu plus importantes qu'au jour d'aujourd'hui. Donc on nous a dit normalement qu'il n'y a pas de visa jusqu'en 2021-2022, je crois, à demander. Bon, par contre, tout ce qui est carte européenne d'assurance maladie qui sera peut-être plus reconnue, ça veut dire qu'il faudra peut-être souscrire une assurance maladie privée, ce qui va faire des coûts en plus. Voilà, tout ça sont des choses qu'il faudra certainement prendre en compte, mais au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment. Donc on s'attend, nous, à une baisse des mobilités au Royaume-Uni sur l'année 2019-2020. Mais voilà, tout le monde espère quand même qu'ils arrivent à un accord et que le Royaume-Uni reste dans le programme Erasmus au moins jusqu'en 2021. Et ensuite, donc on verra. Mais voilà, c'est sûr que le Brexit a des impacts au niveau de l'enseignement supérieur, des bourses. Après au niveau des autres échanges aussi, mais voilà, malheureusement on ne peut pas faire autrement que d'essayer d'aménager au mieux, hein. Donc on est en train nous d'établir des accords bilatéraux hors Europe pour maintenir la reconnaissance des périodes d'études et l'exonération des frais d'inscription. Par contre la grosse différence, ça sera la bourse Erasmus. Voilà. Quelque chose à ajouter, Avignon ? Non, nous sommes dans la même démarche, même si on est peut-être un peu plus optimiste par rapport au maintien du Royaume-Uni dans le programme Erasmus. On va attendre l'information officielle de l'agence Erasmus de Bordeaux qui devrait nous informer d'ici la fin du mois de mars de la suite de la participation du Royaume-Uni. Alors comment se passent les équivalences de diplômes à l'étranger vers la France ? Quand on valide des notes, elles sont envoyées par l'université anglaise à l'université française, au professeur français référent qui va convertir toutes les notes et les faire passer à la scolarité. Donc en fait, il y a un jeu d'équivalence selon les pays, on n'est pas noté pareil, on est noté en lettres ou sur 100 ou quoi, et ils ont tous les codes d'équivalence et ensuite on a un diplôme français. Le relevé de notes d'Aix-Marseille Université ou d'Avignon, vous avez vos notes converties et vous obtenez vos crédits. Le diplôme est obtenu en France, bien sûr. Alors pourquoi avez-vous décidé de partir à l'étranger pour vos études ? Donc ça c'est pour vous, puisque vous êtes la seule représentante des étudiantes. Je fais des études en anglais, donc je ne me voyais pas continuer à étudier une culture que je ne connais pas, enfin que je ne connais qu'à travers les films, la musique et les séries, parce que ça reste des films. Et c'est pas la même chose quand on le voit depuis son canapé et quand on le vit tous les jours. Et partir comme ça en tant qu'assistana, ça m'intéressait beaucoup plus parce que on rentre pas dans la culture universitaire, mais dans la culture du pays. Et j'ai découvert une culture qui m'a énormément plu. Bon, avec les États-Unis, il y a toujours leurs extrêmes. C'est un pays des extrêmes. Tout est bon ou tout est mauvais. Enfin,
très très bon ou très très mauvais, mais il n'y a jamais vraiment de juste milieu. Et donc, on aime ou on n'aime pas. Mais pour moi, je ne me voyais pas continuer sans savoir de quoi je parlais. D'accord. Alors, est-ce que la licence SVT proposée à l'Université d'Aix-Marseille permet de partir en Erasmus? Alors ça, il faut voir avec le responsable de la direction des relations internationales du campus Sciences, qui est Mathieu Porel, et vous trouverez ses coordonnées sur le site de la direction des relations internationales. Alors, parce que je ne connais pas les formations SVT, puisque moi je suis rattachée à la faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, mais bon, lui pourra vous renseigner sans aucun souci. Y a-t-il beaucoup de partenariats avec l'Asie? Que ce soit Avignon ou Amu d'ailleurs? Oui, nous, Aix-Marseille Université, oui, nous avons beaucoup de partenariats avec l'Asie, la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie, je crois pas, c'est à peu près ça, mais bon, c'est déjà pas mal, puisque donc l'Asie fait partie aussi d'une zone stratégique pour Aix-Marseille Université. Donc voilà, on essaie de développer toujours plus de partenariats avec l'Asie, puisqu'il fait partie de la stratégie internationale d'Aix-Marseille Université pour des partenariats à développer. Voilà, donc on a beaucoup de partenariats et beaucoup d'étudiants qui partent en Asie, beaucoup, surtout le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Et Avignon, vous aviez cité la Corée du Sud aussi tout à l'heure? Oui, principalement Corée du Sud et le Japon un petit peu, sachant que le Japon se développe bien, puisqu'ils ont une offre de formation en anglais qui est en progrès actuellement. Donc, voilà, c'est vraiment nos deux pays principaux, Corée du Sud et Japon. Un cursus LLCER anglais avec parcours FLE donne-t-il accès à des stages à l'étranger en master? Oui, c'est ce que j'ai fait. Ah, alors c'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Avec le parcours FLE, ce qui est intéressant en plus, pour par exemple les stages, partir en assistanat ou en lecteur, c'est extrêmement valorisé. Parce que même si c'est techniquement le parcours FLE, c'est l'équivalent du DU qu'on étale sur la licence 2 et la licence 3. Et c'est extrêmement valorisé parce qu'on a quand même un aperçu de l'enseignement du français en langue étrangère. Et non pas, parce que c'est vraiment très difficile. On s'en rend compte une fois arrivé et qu'on a des étudiants qui disent oui, mais pourquoi on dit ça comme ça? Nous, moi j'avais régulièrement le réflexe de dire c'est comme ça. Et il faut avoir cette réflexion qu'on acquiert en FLE, de se mettre à la place d'un étudiant étranger et d'essayer d'expliquer différemment. Alors, peut-on partir à l'étranger dans le secteur du tourisme? Oui, certainement, mais je ne connais pas ces formations de tourisme, parce que je crois qu'on n'en a pas nous, au niveau d'AMU. On a des parcours tourisme. Avec LEA? Oui, non, pas LEA. Non. On a des parcours un peu tourisme dans certaines licences et masters, certaines licences masters de langue. Mais je crois pas que c'est pas le parcours. C'est pas le parcours connu à Aix-Marseille Université en tout cas. Je pense qu'il vaut mieux regarder du côté BTS tourisme ou peut-être DUT si ça existe, ou école. Mais nous on a quelques parcours tourisme, mais c'est intégré dans la licence master de langue, donc c'est pas vraiment du tourisme non plus. Voilà, je pense pas qu'Aix-Marseille Université soit le meilleur endroit pour ça, pour le tourisme. Il faudrait voir avec d'autres filières. Ouais, je pense qu'il y a des écoles de tourisme, par exemple, on fait des masters dans le tourisme, où là, franchement, je pense que partir à l'étranger, ça me paraît évident. Oui, bien sûr. Oui. Et sur Avignon, au niveau du tourisme? Oui, alors effectivement, nos parcours linguistiques LEA Tourisme proposent beaucoup de mobilité focalisée sur des enseignements de tourisme à l'étranger. C'est un nombre de départ qui est vraiment non négligeable. On a également une continuité sur le master double diplôme e-tourisme avec l'université de Vence. Donc sur Avignon, il y a effectivement beaucoup de mobilité qui se font dans ce secteur tourisme, même si on n'est pas une école de formation de tourisme. On a, pour finir, également la licence professionnelle tourisme, qui là ne propose pas des départs en mobilité d'études, mais propose beaucoup de stages à l'international en tourisme. C'est un nombre de départs qui augmente de plus. Donc effectivement, il y a des opportunités dans ce secteur au niveau de l'Université d'Avignon. Alors,
Peut-on faire une école de cinéma à l'étranger? Oui, c'est une école, et si c'est une école de cinéma, ça veut dire obtenir le diplôme à l'étranger pour moi. Donc C'est là, plus un départ c'est plus un échange réglementé, quoi. Voilà, mais nous Par avons contre. des échanges en cinéma, hein. On en a quelques échanges en cinéma avec le Québec, où vous pouvez partir en échange si vous faites voilà, un master, licence ou master cinéma à Aix-Marseille Université. Après, si c'est vraiment une école de cinéma, ça relève de la candidature individuelle, c'est pas pareil, hein, c'est pas un échange, encore une Voilà, fois. vous candidatez dans une école à l'étranger, mais vous assurez tous les frais d'école et de logement, etc. Vous ne faites plus partie d'Aix-Marseille Université. Voilà, mais c'est possible. Il y a des écoles en Belgique, en Canada, il y a Après, des il faut, écoles. faut se renseigner individuellement. Hein, Voilà, c'est pas encadré par Non. la structure universitaire. Alors, on nous demande une question, c'est comment pour le Japon? C'est pas trop- Le niveau de vie est très élevé là-bas, donc c'est un pays qui est assez cher, mais bon, les enseignements sont de très très bonne qualité, les logements aussi, donc voilà, les étudiants sont enchantés. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent là-bas, donc il faut quand même avoir un peu plus les moyens, je pense, pour partir là-bas. Voilà. Donc, en plus, beaucoup d'universités japonaises demandent une garantie de revenus, c'est ça. Ils demandent avant, pour vous donner votre visa, pour donner le visa, ils demandent est-ce que vous avez au moins 10 000 euros sur votre compte pour couvrir l'année, par exemple. Donc, Au Canada aussi. Canada font aussi hein. font ça, Ouais, les États-Unis ouais, aussi ouais. font ça. Donc, voilà, ce sont des destinations chères, mais de très bonne qualité, hein, ça, c'est certain. Vous voulez rajouter quelque chose sur le Japon, Avignon? Non, ça va bien. Alors, y a-t-il une possibilité d'intégrer un campus étranger en tant qu'élève comme Oxford? Oui. Est-ce que l'étudiant parle de campus délocalisé, c'est ça? Donc, Alors là, je ne sais pas. On peut rentrer à Oxford en tant... Il y a un concours à passer, je crois. Hein, Alors, un donc, dossier ou... Donc nous n'avons pas de campus délocalisé, puisque donc avec, enfin je veux dire, je comprends pas bien la question. Intégrer un campus étranger. Chambre sur le campus. J'entendrais la question comme ça. D'intégrer un C'est d'intégrer campus un campus étranger étranger en tant qu'élève. Bon, on comprend pas trop Ouais. votre question Bon, il au faudrait lycée de l'Arc. éclaircir la question. Ouais, posez-la un peu différemment, c'est pas très clair. Comment se passent les études d'infirmière à l'étranger? Alors là encore, c'est peut-être pas votre domaine. Alors oui, par Est-ce contre, que- il y a une nouvelle faculté qui a été créée à Aix-Marseille Université sur les études paramédicales, au UFR, donc des études paramédicales, au 1er janvier 2019. Et donc, la mobilité sera peut-être facilitée aussi grâce à cette nouvelle UFR. La mobilité à l'étranger sera certainement facilitée. Et donc là, pareil, je vous invite à contacter mon homologue de la Direction des Relations Internationales de Timon, qui est Fanny Coutier, où vous trouverez ses coordonnées sur le site. Donc, Direction des Relations Internationales du campus Timon. Et elle pourra vous renseigner sur la mobilité des études infirmières et je pense que ça sera facilité par la création de cette nouvelle UFR des sciences paramédicales créée au 1er janvier 2019. Alors, comment se passe l'équivalence de diplôme lorsqu'on n'est pas avec Erasmus? Eh bien, si c'est pas Erasmus, c'est du hors Europe, donc c'est la même chose. Hein. Dès lors qu'il y a un échange, vous passez les examens à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe, et donc l'université partenaire envoie le relevé de notes à Aix-Marseille Université, ou j'imagine à Avignon, c'est certainement pareil. Et le responsable pédagogique de l'échange convertit les notes sur un barème voilà, adapté avec Aix-Marseille Université et transmis à la scolarité et qui établit votre relevé de notes AMU, Aix-Marseille Université, et qui vous l'envoie. Donc Erasmus ou hors Europe, c'est pareil, hein, il y a une conversion, mais après c'est vrai que les grilles sont peut-être un petit peu différentes, puisque sur Erasmus c'est l'Europe, donc c'est un petit peu harmonisé. Hein, par contre, en ce qui concerne donc les équivalences pour le hors Europe, c'est un petit peu au cas par cas, avec donc des grilles un petit peu différentes aussi, puisque les niveaux sont différents. Mais bon, les responsables pédagogiques ont l'habitude hein, et savent très bien le faire. Par exemple, Voilà. quand je suis partie à Wellesley, Boston, pour les cours, ma responsable m'avait dit tu prends des cours de niveau qui en France correspondait à un niveau L3, alors que moi techniquement j'entrais en master, mais parce que justement c'est pas la même chose et les notes sont ensuite elle a un barème qui évolue selon les années.
par rapport aux années précédentes et aux résultats. Et sur ma moyenne, j'avais eu B+, et ça valait un 13. Mais après, voilà, ça dépend des années et des niveaux qu'on choisit. Alors, y a-t-il possibilité de faire une licence de psychologie dans les pays d'Asie? Psycho, c'est quoi au Canada? Je sais qu'ils font beaucoup d'échanges avec le Canada. Oui, effectivement. oui, on a un accord, nous, psychologie, qui marche très très bien au Canada. En Asie, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui partent faire de la psychologie en Asie. Ça doit être possible dans le cadre des accords toutes disciplines. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Voilà. Mais peut-être il y a moyen, mais sur des accords toutes disciplines, on peut avoir peut-être une place sur certaines universités, mais c'est quand même assez rare. Hein. C'est surtout les études asiatiques. Hein. Nos accords sont surtout en études asiatiques. Je me renseignerai. Quand on étudie les langues asiatiques, oui, c'est ça? Oui. C'est surtout dans ce cadre-là? C'est surtout dans ce cadre-là, oui. C'est surtout dans ce cadre-là. Après, on a aussi certains accords. Alors en économie, oui, là, il faut voir avec mon homologue qui n'est pas encore arrivé, mais enfin voilà, mon homologue de la faculté d'économie et de gestion. Bon, si vous faites de la psychologie, c'est pas le meilleur endroit, l'Asie. Voilà, quand même, globalement. Allez au Canada. Donc, allez au Canada, à l'université de Moncton. Voilà. Bon, je ne vois plus de questions. Donc, si vous avez une dernière question, posez-la maintenant. Sinon, on va terminer cette visioconférence. On attend 2-3 petites minutes si quelqu'un a encore une question. En attendant, ce que je peux vous rappeler, c'est que tous les PowerPoint que nous diffusons pendant les visioconférences, ceci depuis le début de l'année, toutes les visioconférences, vous les retrouvez sur le site de l'ONICEP. Donc l'ONICEP X en région, dans l'onglet visioconférence, vous pouvez retrouver ces PowerPoint si vous voulez les revoir. Et les enregistrements des visioconférences sont également disponibles petit à petit sur le même onglet visioconférence sur le site de l'ONICEP. Alors écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc vous vouliez conclure, dire quelque chose peut-être? J'avais oublié de préciser. Ah, allez-y. Quand on part à l'étranger, tout à l'heure, les filles parlaient de partir un an parce que c'est beaucoup plus intéressant. Oui. J'ai une petite chose à préciser. En Europe, oui, parce que le retour à la maison est rapide et peu cher. Partir à l'étranger, aux États-Unis par exemple, il faut bien réfléchir d'un point de vue même affectif et émotionnel, parce qu'on part à... moi j'étais à 16 000 km avec un décalage horaire de 6 heures, donc en fait la moitié de la journée on ne peut pas joindre sa famille, ses amis, et voir ses amis qui restent en France et qui continuent à vivre. Moi au début ça a été quand même un petit peu difficile, on va dire les 3-4 premières semaines, parce que je voyais la France continuer à vivre et moi j'étais entre deux, j'étais pas complètement immergée dans le monde américain et j'étais quand même encore reliée. Donc d'un point de vue émotionnel, si vous êtes très attaché à vos familles et tout ça, il faut aussi y réfléchir si vous voulez partir hors Europe, parce que ça reste quand même très difficile et le billet de retour, à moins c'est pas forcément envisageable selon les périodes. Oui, vous partez et vous revenez. Il n'y a Voilà. pas d'aller-retour entre les... C'est ça. Moi, en plus, sauf si on a les moyens. Sauf si on a les moyens de revenir 2 semaines pendant les 2 mois d'hiver, ça aurait pu être possible, mais je pense que j'ai préféré garder cet argent-là justement pour visiter, parce que bon, je ne retournerai pas demain matin aux États-Unis. Mais voilà, ça reste quand même, c'est 10 mois, donc c'est très long et ça peut être pesant. Après, c'est comme vous dites, une question d'adaptation. Et on sait bien quand on part, les débuts sont peut-être un peu difficiles et puis après ça... Je m'y attendais un peu, donc pour moi ça allait. Mon amie qui est partie avec moi, pour elle ça a été beaucoup plus dur et ce manque a duré plus longtemps. Jusqu'en septembre, on est parti mi-août, jusqu'à fin septembre ça restait difficile. Et voilà, il faut y réfléchir parce qu'on peut se dire oh là là oui mais ça va, tout ça. Mais elle a eu une réflexion qui m'a marquée, elle a dit « Vous devrez prévenir quand même que ça reste quand même très difficile ». Alors d'un côté, je me suis dit « On va quand même de l'autre côté de l'Atlantique ». Donc on devrait y penser, mais c'est vrai qu'une fois devant le fait accompli, on ne voit pas la chose de la même façon. Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que voilà, faire une mobilité, il faut quand même avoir un esprit ouvert.
voilà, quelqu'un de très fragile, bon, il faut y réfléchir effectivement, parce que de temps en temps, nous aussi, quand on reçoit des étudiants entrants qui sont un peu fragiles psychologiquement, ça nous pose quand même beaucoup de soucis. Donc voilà, on les accompagne, on les emmène voir les services compétents, mais voilà, une mobilité, il faut quand même être ouvert d'esprit, accepter le changement, mais même en Europe. Hein. Accepter d'être déstabilisé. Voilà, accepter d'être déstabilisé et avoir une certaine solidité psychologique quand même, quoi. Voilà, parce qu'après, gérer des fragilités, il faut rentrer, c'est pas évident. Quand Sinon, on est tout seul, on s'en rend compte parce que là, moi aussi, on m'avait prévenu hein, quand j'avais fait ces réunions. Mais une fois qu'on se retrouve tout seul dans un pays où on se débrouille comme ça dans la langue, avec en plus on parle moins, plus le décalage horaire est long et moins on parle aux familles, il faut essayer de se projeter et de visualiser la chose comme ça. Bah, c'est intéressant d'en parler effectivement. Bon, sinon vous partez en Europe, hein, c'est plus court, vous rentrez. C'est ça, j'ai une amie qui rentrait toutes les 2 semaines, elle passait un week-end parce que voilà, elle était un peu plus haut que Londres. Et du coup, c'est facile, hein. Des pays européens, c'est plus rapide. Voilà, c'est un critère à prendre en compte oui. dans vos choix de destination. Bien, nous allons conclure. Vous voulez un petit mot de conclusion à Avignon ? Bah, écoutez, je vous encourage à venir étudier à l'Université d'Avignon, puisque vous aurez de fortes possibilités de passer une partie de votre cursus à l'étranger. Et pareil pour Aix-Marseille Université. Bon, chacun prêche pour sa paroisse. Bon, mais dans tous les cas, on va vous quitter. Merci aux lycéens de nous avoir suivis. Et au revoir. Au revoir à tous. Au revoir Avignon. Au revoir.